Ils veulent construire un monde de robots. Quant à l'accord signé sur le nucléaire irano-maléfique, de guerre constituée. Nation France. Si votre nom Mesdames et messieurs, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission d'information tant attendue, Passe l'info. Et sans plus attendre, plongeons ensemble au cœur de l'actualité, mais avant ça, voici au sommaire les titres de ce journal. Dans l'actualité nationale, nous allons revenir sur deux personnages clés du pouvoir actuel, Alexandre Benalla et Alexandre Djouri. Et ensuite, nous poursuivrons avec une étude alarmante sur la médiatisation des actes terroristes. Et quant à l'actualité internationale, nous ferons un point sur le conflit syrien. Tout de suite après vos brèves en images, suivies de la vidéo de la semaine. Actualité nationale. Alexandre Benalla et Alexandre Djouri, deux personnages clés du pouvoir actuel. Mercredi matin, alors qu'Alexandre Benalla était auditionné par la commission d'enquête sénatoriale sur un certain nombre de faits le mettant en cause, le Canard enchaîné publiait au même moment des révélations sur un voyage fait par ce dernier. En effet, le journal satirique a révélé qu'Alexandre Benalla se trouvait dans la capitale londonienne le 5 septembre dernier en compagnie d'un fichier S. Le flou autour des fonctions d'Alexandre Benalla. Officiellement, il est chargé de mission auprès du cabinet du président de la République. Pourtant, lors des manifestations du 1er mai, il est équipé d'un casque de CRS, d'un talkie-walkie et surtout d'un brassard de police. Le port de ce brassard, sans être policier, est illégal. Alexandre Benalla est par ailleurs détenteur d'un passeport diplomatique, d'un badge H d'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et d'un port d'armes temporaire délivré par la préfecture. Tous ces papiers sont peu compatibles avec sa fonction officielle d'adjoint au cabinet de la présidence. Il n'empêche, la chaîne de commandement donne l'impression d'être dépassée par les événements, une impression renforcée par le silence prolongé d'Emmanuel Macron. D'après le Canard enchaîné, l'homme en compagnie duquel Alexandre Benalla a été vu à Londres est soupçonné de jouer les intermédiaires dans des ventes d'armes en Afrique. Ce fichier S serait également un proche du sulfureux Alexandre Djouri. Faut-il rappeler qu'Alexandre Djouri est entre autres un ancien proche de Nicolas Sarkozy. Il serait lui-même très impliqué dans l'affaire du financement libyen de la campagne de l'ancien président de la République en 2007. Il est actuellement à Londres, dans les mains des autorités britanniques et en attente d'une possible extraction. En effet, la justice française souhaite l'interroger sur plusieurs affaires. Alexandre Djouri, de son vrai nom Ahmed Djouri, est un homme d'affaires franco-algérien de 58 ans au parcours pour le moins étonnant. Il fréquente le grand banditisme francilien dans les années 80, ce qui lui vaut même d'être victime d'une tentative d'assassinat. Les nuits parisiennes lui ouvrent progressivement les réseaux de la France-Afrique et de la droite française. La Chiraki d'abord, puis les hautes sphères de la Sarkozy de la grande époque. Il rentre au château comme chez lui, dans les bureaux de l'Élysée, chez Claude Guéant. Il est extraordinairement proche de Bernard Squarcini, le patron de la DCRI. C'est un personnage qui est extraordinairement riche, qui se balade qu'en avion. Parce que vous dites qu'il a sans doute rendu des services. Et c'est évident. Rendre des services dans le jargon politico-diplomatique, ça veut dire jouer les intermédiaires, voire les porteurs de valises. Depuis la mise en examen d'un certain Claude Guéant en 2015, bizarrement, Alexandre Djouri a pris soin de ne plus poser le pied sur sol français et de ne pas se rendre à Paris quand les juges le convoquent. Et maintenant, revenons sur une étude alarmante sur la médiatisation des actes terroristes. Une étude a montré qu'un tiers des personnes impliquées dans une action terroriste souffraient de failles psychologiques. La médiatisation du terrorisme pousse à l'action des malades mentaux ou des sujets aux personnalités fragiles, préviennent des experts. Il ne faut pas les confondre avec les vrais djihadistes, dont les ressorts sont d'abord politiques. Au cours des dernières années, des attaques semblant improvisées, souvent menées à coups de couteau ou avec des véhicules, ont été menées par des hommes n'ayant aucun rapport avec la mouvance djihadiste, mais souffrant de troubles mentaux ou de désordres psychiques plus ou moins graves. Une étude de la DGSI révèle que de 2010 à 2016, sur les 71 personnes impliquées dans une action terroriste en France, 30% souffraient de failles psychologiques. C'est ce que le psychiatre Mark Sajman, ancien agent de la CIA au Pakistan, aujourd'hui expert auprès de la justice américaine dans de nombreux procès de djihadistes, appelle ceci l'effet copycat. Les comportements terroristes sont médiatisés et ces gars qui ont des problèmes psychiatriques se disent
Pourquoi je ne le ferai pas, explique-t-il à l'AFP. Ils ne sont en rien radicalisés, mais les terroristes font la une des journaux et eux veulent faire la même chose. Après avoir étudié les trajectoires de centaines de membres du réseau d'Al-Qaïda, Mark Sajman conclut « Mon échantillon montre qu'ils sont en meilleure santé mentale que la population générale. Les gens qui passent à l'action pour les imiter n'ont pas de problèmes politiques, mais des troubles mentaux divers. Il faut faire attention, confondre les types comme cela avec les vrais terroristes, c'est se condamner à ne rien comprendre », a-t-il dit. En fin de compte, je suis le type anti-profil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil. Mes travaux ont démontré que tous les profils qu'ils avaient avant, donc les exclus et ainsi de suite. En fin de compte, il y avait des gens qui étaient très intelligents, des élites comme Bin Laden qui devenaient terroristes. Donc, il n'y a pas de profil objectif, mais effectivement, il y a un profil subjectif. Les hommes et les femmes peuvent s'identifier avec leur Oumma. Même les adolescents. Même les adolescents. Et d'ailleurs, il y a plusieurs qui ont 14 ans, 15 ans. C'est très possible d'avoir ce genre de profil. Alors, ce qu'on a maintenant, c'est vraiment ce manque de contrôle du centre. Il n'y a plus de centre. Il n'y a plus de centre, c'est décentré, c'est exactement ce que je décrivais dans mon deuxième livre, L'Idolâtre Djihad, ou alors ce sont des jeunes qui n'ont rien dans le crâne, on leur bourre le crâne avec des lavages de cerveau, l'indoctrination et ainsi de suite. Actualité internationale, la Syrie, Israël et la Russie. L'armée israélienne a mené plus de 200 frappes en Syrie au cours des 20 derniers mois. C'est ce qu'a précisé un haut responsable militaire sous couvert de l'anonymat, tout en disant veiller à ne pas être entraîné dans le conflit syrien. Pourtant, dans chaque zone libérée par l'armée arabe syrienne, on trouve la trace de l'entité sioniste via des quantités d'armes de fabrication israélienne. L'implication de Tel Aviv dans le conflit syrien n'est pas un secret pour personne. La violation quasi quotidienne d'un territoire souverain, le non-respect du droit international n'a jamais inquiété l'État sioniste. Cette semaine, les chasseurs F-16 israéliens ont commis l'irréparable. Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe Il-20 qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, qualifiant les actions de l'armée israélienne de provocation. Une opération militaire qui tourne mal. Dans la nuit de lundi à mardi, un avion de transport militaire russe Il-20 avec 15 hommes à son bord est anéanti par la défense antiaérienne syrienne. Côté russe, on accuse Israël d'avoir mené une opération militaire dans la zone sans en avoir informé les autorités sur place. L'information n'aurait été communiquée qu'une minute avant son déclenchement. L'avion russe aurait été abattu dans la confusion. Les avions israéliens ont intentionnellement créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les avions se trouvant dans ce secteur. En utilisant l'avion russe comme bouclier, les pilotes israéliens l'ont exposé au feu des systèmes de défense aériens syriens. Les systèmes de commandement de l'aviation israélienne ainsi que les pilotes des F-16 ne pouvaient pas ne pas voir l'avion russe car il se préparait à l'atterrissage à une altitude de 5 km. Cependant, ils ont intentionnellement procédé à cette provocation. Les actions irresponsables des militaires israéliens ont mené à la mort de 15 militaires russes. L'IL-20 menait à ce moment une mission de reconnaissance afin de collecter des informations sur les drones pilotés par les groupes terroristes à Idlib. 15 militaires russes y ont trouvé la mort. Moscou accuse l'armée israélienne d'avoir délibérément créé cette situation. Selon le ministre de la Défense russe, Israël n'a pas prévenu le commandement des forces russes en Syrie de leur opération. Celui-ci a reçu un appel via la hotline moins d'1 minute avant la frappe, ce qui l'a empêché de guider l'avion russe vers une zone de sécurité. Quant à Vladimir Poutine, il s'est exprimé en ces termes. En ce qui concerne nos actions de réciprocité, elles viseront principalement à assurer davantage de sécurité à nos forces armées et à nos installations en République arabe syrienne.
Cette fois, cela ressemble à un enchaînement de circonstances tragiques. La réponse, elle, visera à assurer une sécurité supplémentaire à nos troupes sur le terrain en Syrie. Et ce seront des mesures que tout le monde remarquera. En conclusion, entre Poutine, qui fait preuve d'une grande diplomatie, et un ministre de la Défense qui profère des menaces, Israël se retrouve pris à son propre jeu, ouvrant ainsi la voie au Hezbollah à l'Iran et voire même la livraison du système anti-aérien S-400 à la Syrie. Alors que la Russie travaille à une riposte en bonne et due forme, un premier élément de cette même riposte tombe. Le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi matin, le 20 septembre, la fermeture de l'est de la Méditerranée au trafic aérien et maritime en raison d'un nouveau exercice militaire. Cette mesure inclut une vaste région qui s'étend des côtes syriennes et libanaises à Chypre. C'est dans cette même zone que les F-16 israéliens, en se servant d'un IL-20 comme bouclier, ont provoqué son crash. De plus, certains commentateurs n'écartent pas un renforcement des liens Moscou-Hezbollah. Dans la foulée, celle-ci aurait lieu dans le Golan. La police militaire russe et les représentants du Centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie ont annoncé avoir entamé des opérations de patrouille sur les hauteurs de Golan et près du village syrien d'Al-Rafid, situé sur la ligne de désengagement d'où les terroristes d'Al-Nosra à la solde de Tel Aviv ont été chassés il y a près de 2 mois. Ahed Tamimi, 17 ans, l'icône de la résistance palestinienne, était l'invité d'honneur de la fête de l'humanité qui s'est tenue samedi dernier en Seine-Saint-Denis, traditionnel rendez-vous de la rentrée organisée par le Parti communiste français. Pierre Laurent, chef du PCF, la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, et Yann Brossat, conseiller à la mairie de Paris, se sont félicités de la présence de celle qui incarne la résistance du peuple palestinien. Dans une interview accordée à de rares médias présents, la jeune résistante revient sur son arrestation et les conditions de détention dans les geôles israéliennes, ainsi que sa venue en France et le soutien qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux pendant ses 8 mois de détention. Malgré son jeune âge, Ahed Tamimi témoigne avec beaucoup de dignité et de maturité. L'adolescente s'exprime également sur la résistance palestinienne, ainsi que sur le message qu'elle a envoyé au chef du Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah. جيت على فرنسا عشان أقدر أوصل رسالة شعبي لكل العالم عشان اللي بفرنسا هون يعرفوا المعاناة الفلسطينية عشان نفرجيهم على الحقيقة. يعني حتى اللي بيحاول يعيش حياة طبيعية بيعيشهاش بسبب الاحتلال. بالنهاية الفلسطيني عمل إشي ولا ما عمل إشي معرض للاعتقال، معرض إنه يتصاوب، معرض إنه يستشهد حتى لو ما عمل إشي. فإنه نقاوم وما نسكت أحسن من إنه نموت إحنا مش عاملين إشي، كمان أحسن من إنه نضل ساكتين ونخلي الجيل اللي بعدنا يعيش نفس المعاناة. Que diriez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir adressé un message à Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah? Pour moi, chacun a son propre avis sur ce sujet. Est-ce que vous regrettez ce message après le lever de bouclier? Non, je le regrette pas. Pour moi, Hassan Nasrallah soutient la cause palestinienne. C'est quelqu'un qui est contre les États-Unis et Israël. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Parfois, je suis d'accord avec certaines personnes sur un point, mais je suis en désaccord sur d'autres points. Je le remercie pour son soutien à la cause palestinienne. En septembre, 37 amendements ont fait l'objet de votes à l'Assemblée nationale. Pour le premier amendement de cette rentrée, le 12 septembre, il n'y a eu que 99 votants, pour 577 députés élus, soit 83% d'absentéisme. 83% d'absentéisme, c'est déjà énorme, mais c'est pourtant le record de présentéisme depuis la rentrée. L'amendement 1137 du 14 septembre détient le record d'absentéisme, seulement 38 votants, soit 93,5% d'absentéisme. Normal. Il s'agissait pourtant d'un sujet important, un projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine, durable et accessible à tous. On peut donc naturellement se demander quelle est la validité d'un texte voté en présence de 6% des députés. Eh bien, exactement la même que s'ils avaient tous été présents.
les automobilistes sont en colère et ils comptent bien le montrer à Emmanuel Macron. Pour aller contre les prix à la pompe, qui grimpent depuis des mois, l'association 40 millions d'automobilistes propose à ses membres, mais bien au-delà, celles et ceux qui trouvent qu'ils payent trop cher leur carburant, d'envoyer leurs factures directement à l'Elysée. Avec ce courrier, tant qu'à faire, l'Organisation de défense des automobilistes propose aussi d'envoyer une lettre au président de la République. Une lettre type à télécharger sur le site de 40 millions d'automobilistes. L'opération s'appelle Coup de pompe et alerte contre 1 litre de carburant à 2 €, qui sera pour bientôt. Le site présente en effet 1 litre de samplon 95 à 1,97 et de gasoline à 1,99 d'ici 2022. Moi, je voudrais penser à tous ces Français aujourd'hui qui sont matraqués à coups de taxes, matraqués à coups de pompe. Et je voudrais quand même rappeler aujourd'hui, et c'est l'objet de notre opération à 40 millions d'automobilistes, à Emmanuel Macron, qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour aller faire son plein d'essence. Bon, alors, votre opération, c'est quoi ? Eh bien, c'est coup de pompe, voilà, tout simple. Coup, c'est où cette fois-ci, parce que c'est l'argent qu'on a voulu pointer du doigt. On voulait donner l'occasion à tout le monde de pouvoir manifester. Manifester en France. Vous savez très bien que les Français sortent pas pour dénoncer des prix du carburant. Ou en tout cas, ça s'appelle juste les bouchons sur le périphérique tous les matins. Donc on a voulu laisser aux Français le moyen de pouvoir faire entendre son cri à Emmanuel Macron. Pour ça, c'est simple. On appelle tous les Français à prendre leur petit ticket de carburant. Éventuellement un courrier qui est sur le site internet coupdepompe.com, sur le site de 40 millions d'automobilistes, et vous envoyez gratuitement au président de la République votre ticket de carburant. Pourquoi ? Parce que on n'a pas besoin de timbrer un pli quand on envoie quelque chose au président. Envoyez-lui simplement, sans la franchir, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, vous mettez ça dans la boîte aux lettres et en voiture Simone, c'est parti. Si tout le monde le fait, je vous laisse imaginer la réaction du président s'il reçoit 40 millions de tickets de caisse dans les semaines à venir. Oui. Une étude a été publiée dans les comptes rendus de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Elle s'intitule « La réparation de la biomasse sur Terre ». En utilisant les données de plusieurs centaines de travaux, les chercheurs sont parvenus à proposer la première estimation complète et globale du poids de chaque catégorie d'êtres vivants. Ainsi, l'avènement de la civilisation a causé la disparition de 93% des mammifères sauvages et de 50% des plantes. Ce déclin s'est accentué dramatiquement au XXe siècle. Les scientifiques estiment que près de la moitié des animaux sauvages a disparu au cours des 40 dernières années. Nombre d'entre eux considèrent que la biodiversité est face à une extinction de masse. Elle constituerait la 6e extinction que la Terre ait connue lors des 4 milliards d'années de son existence. Mais cette fois-ci la seule, causée par les humains. Les activités humaines et l'utilisation des ressources se sont tellement développées, en particulier depuis le milieu du XXe siècle, qu'elles mettent aujourd'hui en péril l'existence des différents systèmes environnementaux. Autre indicateur intéressant, l'empreinte écologique. De quoi s'agit-il ? C'est un outil d'évaluation qui permet de calculer précisément la pression exercée par l'homme sur les ressources naturelles. De savoir, par exemple, quelles surfaces terrestres et maritimes sont nécessaires pour produire tout ce dont nous avons besoin, comme notre nourriture, les combustibles, les terrains nécessaires aux constructions, ainsi que l'espace nécessaire à absorber nos déchets. Eh bien, le résultat n'est pas joli. La pression que nous exerçons chaque année sur les écosystèmes est telle qu'il nous faudrait quasiment 1,6 planète Terre pour subvenir à tous nos besoins. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la vidéo de la semaine. À très bientôt. Mais avant ça, surtout, n'oubliez pas, passez l'info. C'est vous qui faites tout ici. Vous enterrez les corps, vous entretenez le cimetière. C'est moi qui je fais tout. Avec le garde maritime, on récupère sur la plage les corps. Et après, on va essayer avoir l'autorisation du procureur, l'autorisation d'enterrement. Qui sont les gens qui sont enterrés ici dans ce cimetière? Ce sont tous des subsahariens, non identifiés. Parfois, tu trouves un demi-femme, un demi-homme, sans tête, sans bras, décomposés. Ces gens-là, ce sont tous qui sont passés par la Libye. Et qui ont pris un bateau pour essayer de rejoindre l'Europe. Ce sont les bateaux de mort. Est-ce que vous avez déjà enterré plusieurs personnes en une seule journée? En 2017, au mois de Ramadan, chaque journée, on a arrivé dans une journée 5 cadavres. Tous les jours? Tous les jours, chaque jour de Ramadan, on enterre.
Ça fait maintenant 10 ans que Shamseddine offre des sépultures aux migrants ici. Au total, il en a enterré plus de 400 et ils sont tellement nombreux qu'il a dû construire de nouvelles tombes par-dessus de plus anciennes déjà existantes. Il y a ici une femme, il y a un gosse. On a trouvé ça sur la plage ici. Je me dis peut-être l'enfant c'est son enfant. Quel âge il avait l'enfant, vous pensez? Après le rapport médical, 5 ans. Je me demande parfois qui prend la responsabilité de ce crime-là.